Déwénati à toutes et à tous, merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. Bienvenue dans votre émission Opinion. Pour ce numéro d'Opinion, nous recevons sur ce plateau l'honorable député Mamadou Diop Decroix. Il est le secrétaire général du parti And Jëf PADS. Bienvenue à vous, honorable. Merci beaucoup, Ndeye Fatou, de m'avoir encore une fois invité sur votre plateau d'Opinion. Oui, et merci. J'en profite de notre pour part. saluer, bien entendu, oui. vos téléspectatrices et vos téléspectateurs. Oui, et c'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau d'Opinion. Mamadou Diop Decroix, vous êtes bien sûr député à l'Assemblée nationale, secrétaire général du parti And Jëf PADS, coordonnateur du Front patriotique pour la défense de la République. A-t-on dit l'essentiel? Oui, tout à fait. Oui. Tout d'abord, quel manteau allez-vous porter? Celui de coordonnateur du FPDR ou bien membre de la coalition Wattu Sénégal? Tous les chapeaux, en réalité. Bon, je suis là en tant que... Quel manteau aura la primauté ou bien la en tant qu'acteur politique, je vous donnerai mon opinion sur des questions d'actualité, quoi. Et on y va avec ces questions. Alors, la dernière trouvaille Wattu Sénégal fera-t-elle mieux que le FPDR? Surtout pour secouer le cocotier Benno. Et pourquoi? Il n'y a pas de comparaison. Il faut bien comprendre. Cette question m'est souvent posée. À chaque étape historique donnée, se pose un certain nombre de problèmes auxquels les intéressés font face. Ce ne sont pas seulement les questions politiques, c'est toutes sortes de questions. À chaque moment déterminé, des problèmes se posent et les gens qui sont concernés par ces problèmes doivent apporter des solutions. Oui. Le Front patriotique pour la défense de la République est né quelques mois après l'installation du président Macky Sall. Donc il est composé pour l'essentiel de forces politiques et sociales qui n'ont pas voté pour Macky Sall. Donc voilà. Oui. Et le Parti démocratique sénégalais du président Abdoulaye Wade est la colonne vertébrale, on va dire, de cette coalition. Vous savez que le PDS est frappé depuis 2012 très durement par le régime en place. Et donc le Front patriotique s'est tenu aussi aux côtés du PDS, oui, pour le soutenir. Donc etc. Vous avez atteint votre après objectif. Ça, oui. Le Front continue d'être là et de faire son travail. Oui. Il a un programme qu'il va exécuter, etc., etc. Les partis membres, oui, qui sont souverains ont aussi leur programme autonome, etc. Ensuite, vous avez eu le Front Gor Thiawakhdia. Gor Thiawakhdia, Macky Sall a renoncé à son engagement de réduire son mandat de 7 à 5 ans. Et en a profité pour introduire une réforme de la Constitution. Donc, les partis, les associations, les mouvements citoyens qui s'étaient opposés à ce projet se sont retrouvés tout naturellement pour former Gor Thiawakhdia. Oui. Et ont fait voter non au référendum. Alors, aujourd'hui, nous avons une nouvelle coalition qui aussi doit apporter des réponses aux questions qui se posent. Quelles sont ces questions? La première question, elle est vitale. Pourquoi ne pas faire le bilan de toutes ces coalitions qui ont été mises sur pied, mais qui au final sont rangées aux oubliettes? Comment? Non, pas aux oubliettes, encore une fois, non. Le Front patriotique pour la défense de la République est toujours là. Toutes les semaines, le Front patriotique fait sa réunion, arrête des choses, exécute ce qu'il peut exécuter. Mais aujourd'hui, on est à une autre phase, bien entendu. Oui. Là-dessus, tout le monde va élever la tonalité des actions, on va dire. Gor Thiawakhdia, c'était le référendum. Le référendum est passé. Et aujourd'hui, c'est... Et le dialogue national l'a éclaboussé? Rien à voir. Avec le PDS qui a répondu non, rien à, voir, la chef preuve, de l'État. Non, rien à voir. La preuve, le PDS est dans le Front pour la défense du Sénégal, Wattu Askan, Wattu Sénégal. Alors, oui. Dans ce front, la particularité, c'est que vous avez ceux qui, évidemment, n'avaient pas voté pour Macky Sall en 2012, mais vous avez aussi beaucoup de monde qui avait voté pour Macky Sall en 2012.
et qui aujourd'hui se retrouve dans l'opposition. Quelle figure, par exemple? Ah ben, vous avez le Premier ministre Idrissa Seck, vous avez le Premier ministre Abdoul Mbaye. On a deux anciens Premiers ministres. Enfin, l'un est ancien Premier ministre de Macky Sall. Vous avez Cheikh Tidiane Gadio, vous avez la coalition où se retrouve Yoonu Askan Wi, Pastef de Ousmane Sonko, Yoonu Askan Wi Madièye Mbodj, vous avez Taxaw Temm de Ibrahima Fall, vous avez, je crois, Moussa Touré, vous avez qui d'autre? Il y en a un certain nombre là-bas. Ils sont là-dedans. Vous avez on est une soixantaine de partis, de mouvements, d'associations parmi les... Qui fera peut-être mieux que la CAP 21. Ça n'a aucun rapport. Oui. Quel rapport avec la CAP 21? L'histoire d'une soixantaine de partis nous rappelle... Oui, non, mais la CAP 21, c'est autre chose. C'était sous le président Wade. Oui. Ici, on parle d'une coalition qui est dans l'opposition et d'acteurs politiques, de leaders politiques engagés, vraiment, qui veulent se battre pour que notre pays reprenne le chemin de la démocratie et de l'état de droit. Ce qui n'est plus le cas maintenant. Comment faire pour outrepasser Benno Bokk Yakaar? Je vous ai dit que Benno est en train de s'effriter. Et l'opposition est en train de se renforcer. C'est ça la particularité. L'opposition unie, le pouvoir divise. Regardez ceux qui étaient avec le président Sall au deuxième tour. Beaucoup sont dans l'opposition. Ousmane Tanor Dieng, Moustapha Niasse et tant d'autres. À part ces deux-là, vous n'en avez plus beaucoup d'autres. Hein? Oui. Alors beaucoup ont rejoint l'opposition. Et donc nous avons une opposition riche et diversifiée. Puisque vous avez l'opposition de 2012 et vous avez la nouvelle opposition. Ces deux-là aujourd'hui fusionnent aujourd'hui leur volonté politique, leur force et leur détermination à engager le combat. Oui. C'est ça la particularité. Pour autant, quels sont les termes de référence du code de conduite assujettis à tous ces partis de l'opposition qui sont dans Wattu Sénégal? Ce n'est pas encore une fois seulement des partis, c'est des mouvements, des citoyens, des associations, voilà, qui sont là. Alors, des personnalités, voilà. Alors, les termes de référence, on peut dire, se déclinent en 3 documents. Vous avez un document qu'on appelle la plateforme. Pourquoi on est ensemble? On est ensemble pour 3 choses. Oui. C'est très précis. C'est restaurer la fiabilité du processus électoral dans notre pays. Il ne faut jamais l'oublier. Connaît des alternances démocratiques et pacifiques. Oui. Pourquoi? Parce que nous avons un système électoral en lequel nous faisons tous confiance. Mais aujourd'hui, il y a un processus de corruption de ce système avec le fameux projet... Lequel? Le fameux projet du gouvernement de refonte du fichier électoral. Et beaucoup d'autres affaires. Donc, ça c'est important et ça engage tout le monde, pas seulement les partis politiques, ça engage aussi les électeurs, les citoyens sénégalais, qui doivent décider de qui va être leur leader. C'est important. Mais n'est-ce pas le projet de loi a été validé? Le deuxième axe qui nous lie, c'est les libertés. Parce qu'il y a un recul extraordinaire des libertés. On ne peut plus manifester, on ne peut plus... c'est compliqué. Oui. Alors, le troisième, c'est évidemment ce que nous appelons la gouvernance. La gouvernance, surtout économique, quoi. La gestion du pays, les scandales, les marchés de gré à gré, le pétrole, le gaz, Nafi Ngom Keïta qu'on renvoie parce qu'elle fait des enquêtes, Ousmane Sonko qu'on
qu'on radie parce qu'il a dit des choses, mais etc. pourquoi etc. parler de code de conduite? On est dans l'armée ou bien? Non, non, en général, bon, code de conduite, les coalitions ont des codes de conduite. Nous, depuis les années 90, quand on était dans la première opposition au président Diouf, oui, nos coalitions avaient des codes de conduite, c'est-à-dire comment il faut se comporter entre alliés, etc., entre compagnons. Voilà, c'est tout, c'est ça le code de conduite. On l'a adopté aujourd'hui. On a adopté la plateforme, on a adopté aussi le programme d'action. Peut-être dans la foulée, on a mis des barrières qu'il ne faudra jamais franchir au sein de cette coalition. Oui, comment il faut se comporter? Par exemple, on ne peut pas être ensemble et nous insulter, par exemple. Voilà, ce sont des choses comme ça. Oui. De la sorte, on a l'impression que votre structure répond à l'appel du président Wade depuis Versailles, qui a appelé à l'union, mais aussi à peut-être avoir plus d'agressivité par rapport face au régime du président Macky Sall. Bon, on avait déjà enclenché cette procédure depuis assez longtemps déjà, hein? Parce que si arriver à rassembler quand même toute cette palette de mouvements politiques et citoyens, il faut s'y prendre. Voilà. Donc on a travaillé là-dessus. Le président Wade, que j'ai vu récemment donc à Versailles, oui, nous a félicité pour cette initiative. Il a prodigué des conseils, naturellement. Et puis, voilà. Au fond, pour ce qui concerne l'engagement de l'opposition, un engagement de terrain qui aille au-delà des conférences de presse, là-dessus, il n'y a pas que le président Wade. Hein. Même le président Macky Sall nous y invite. Il dit qu'on passe tout notre temps à parler. Donc voilà. Il vous demande peut-être de réfléchir sur les de questions descendre, de nous battre, c'est ça. Vous allez vous battre. Ah oui, forcément. De quelle manière? Écoutez, le 14 octobre, nous avons décidé d'organiser une marche à Dakar. Et on veut qu'elle soit également organisée dans les différentes capitales régionales ou départementales. On va demander aussi à tous nos militants de la diaspora de s'organiser, chacun là où il est, de s'organiser pour que le 14... C'est quoi l'objet de cette marche? Mais c'est ce que je vous ai évoqué tout à l'heure. Je vous ai dit qu'on a une plateforme en 3 points. Donc, ce sont des préoccupations. Nous voulons que le processus électoral soit refiabilisé. Parce que là, maintenant, il est gravement atteint. Donc, il faut régler ce problème. Oui. Que les Sénégalais qui choisissent et que les acteurs politiques qui demandent aux Sénégalais de les choisir, que ce système-là soit de nouveau fiable, que les gens puissent avoir confiance dans leur façon d'élire leur leader. Ça, c'est un. On va se battre pour ça. Deuxième élément, je vous ai dit, les libertés. Justement, on va faire une marche. Elle sera interdite, probablement. Et vous allez la tenir? Depuis 2012, le président n'autorise aucune marche. Voilà, les marches sont réprimées. Donc, on s'attend le 14 à ça. Donc, ce combat-là... Et au cas où cette marche est interdite? Mais c'est-à-dire que nous avons décidé maintenant vraiment d'aller au combat. C'est-à-dire que nous sommes obligés. En réalité, ce n'est même pas un choix. C'est une obligation. Donc, on va descendre dans la rue pour sauvegarder, restaurer la fiabilité du processus électoral, restaurer les libertés publiques, que les gens puissent faire leurs manifestations. Oui. Tout à l'heure, je disais à un de vos collègues, de vos confrères, que même les populations ne peuvent pas faire de manifestations. On vous tombe dessus. Je rappelais l'exemple de, je crois que c'était à Diana Malari, en tout cas dans le Sédhiou, il y a 1 an, l'année dernière, avec le ministre de la Jeunesse qui faisait ses vacances citoyennes. Les jeunes sont sortis pour demander de l'électricité pour leur village. Mais la troupe est arrivée, on leur est tombé dessus.
les a blessés, des arrestations, on a amené les gens à Kolda, etc. De simples jeunes qui manifestent parce qu'ils veulent de l'électricité. Voilà où on en est. Et donc, une opposition, elle doit servir à quelque chose. Oui. Avec Maître Abdoulaye Wade, peut-on savoir le contenu de vos discussions? Non, on a parlé du pays, mais je ne peux pas vous donner le détail des discussions. Il vous a un peu dopé? Enfin, on a discuté du pays. Ben, il nous encourage toujours, naturellement. C'est un combattant, lui. Et avec les Sénégalais de la diaspora, sur quoi ont porté les échanges? Alors, nous avons, tout à l'heure d'ailleurs, dans le cadre du Front pour la défense du Sénégal, Wattu Sénégal, à Paris, la semaine dernière, j'ai rencontré vraiment tous les représentants des partis, membres de ce front. Ils étaient là, je profite d'ailleurs de cette émission pour les féliciter. Vraiment, ils se battent dans des conditions qui ne sont pas faciles, puisque bon, maintenant, la diaspora, l'immigration, c'est pas évident, mais ils sont là, ils se battent, ils sont au milieu des travailleurs, ils les informent, ils les sensibilisent, ils les organisent. Oui. Donc, voilà, eux, ils n'attendent que les leaders à Dakar. Oui. C'est valable pour l'Espagne, c'est valable pour l'Italie. Y a-t-il de l'enthousiasme avec les députés qui seront consacrés aux Sénégalais de l'extérieur? Vous dites? Y a-t-il de l'enthousiasme avec les députés qui seront élus à partir de l'extérieur? Non, ça, ils n'en parlent même pas. Eux, ce qui les intéresse, c'est comment dégager ce régime. Voilà. Et les députés, bon, le moment venu, ils en parleront, mais il est clair que l'objectif dépasse une histoire de se partager 10 députés. Ce n'est pas ça du tout leur problème. Leur problème, c'est de dégager ce régime-là et d'arriver à ce que le Sénégal puisse se doter véritablement d'une direction politique capable quand même de répondre aux questions qui sont posées. C'est ça. Honorable député Mamadou Diop Decroix, avec la complicité de notre réalisateur Aline Badara Ndiaye, nous allons suivre le message du chef de l'État après la prière de l'Aïd el-Kabir. Prier pour... Je voudrais rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de prier ce lundi dans l'unisson. Nous partageons la même journée que toute la Oumma islamique. C'est un fait plutôt rare qui mérite d'être souligné. La communauté nationale a également prié le même jour dans l'unisson. Et nous avons eu la chance et la baraka ce matin d'avoir une pluie qui est un symbole également de paix. Et je voudrais en cette circonstance particulière présenter mes vœux à l'ensemble des Sénégalais. Prier pour la concorde et la paix nationale. Prier également pour la prospérité de notre nation. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt le sermon de l'imam El Hadj Alioune Samb, imam Ratib, sur le sens de la journée de l'Aïd en commémoration du sacrifice d'Ibrahim. Bés bi may wax ak yéen nag am nañu ti. En faisant fi de l'opposition. Comment vous réagissez? Non, mais c'est des propos en sortant de la mosquée. Bon, franchement, je ne vois même pas pourquoi il s'adresserait à l'opposition. Pour cette fois-ci, il ne vous a pas tendu la main. Non, non, mais franchement, je ne sais pas. C'est des propos d'après Tabaski, d'après prière. Pour moi, ce n'est pas... N'empêche, il s'est focalisé sur les réalisations de son gouvernement. Par contre, alors, il a lancé un appel pour la concorde, etc. Mais c'est-à-dire que le bon Dieu, il ne fait jamais rien tant que la créature ne fait pas ce qu'il faut. Vous comprenez? C'est-à-dire que si nous voulons la concorde et la paix, nous devons créer les conditions de la concorde et de la paix entre nous. Par exemple, les questions que j'ai soulevées tout à l'heure, ce sont des questions sérieuses. Sur le processus électoral, nous avons toujours avancé par consensus.
le pouvoir veut déchirer ce consensus et aller aux élections. Vous croyez qu'on va avoir en ce moment des élections paisibles? Non. Si le pouvoir ne change pas, on n'aura pas d'élections paisibles. Et en ce moment, l'opposition ne sera pas responsable. Voilà, par exemple. Or, rien ne nous empêche d'avoir un accord, un consensus sur ces questions-là, d'aller aux élections. Si les Sénégalais veulent le réélire, ça m'étonnerait, mais s'ils décident de le réélire, franchement, ils sont souverains pour le réélire. Mais il faut qu'on fasse les choses normalement. Mais n'est-ce pas dans les règles du jeu, c'est le président qui tranche? Alors, il parle de... Oui, c'est une très bonne question. Oui. Effectivement, sous Diouf, quand nous nous sommes mis d'accord, on lui a remis nos accords. Il a dit, je ne toucherai pas une virgule à vos accords. Et il a transmis à l'Assemblée nationale qui a voté le premier code électoral consensuel de l'histoire du Sénégal. Bien. Nous avons poursuivi. Et le président Diouf, vraiment, a pu quand même travailler à l'ancrage d'une culture, du consensus pour tout ce qui touche aux élections, parce que c'est la modalité de dévolution démocratique et pacifique du pouvoir. Bon, lorsque le président Wade est arrivé, c'est allé de la même façon. L'opposition de l'époque, aujourd'hui au pouvoir, avait dit oui, mais nous, on ne veut pas de Ousmane Ngom comme ministre chargé d'organiser les élections. Cette opposition avait boycotté les élections législatives de 2007. Les élections parce qu'on ne lui fait pas confiance. Oui. Le président a alors désigné Monsieur Cheikh Gueye. Cheikh Gueye. Oui. Voilà, comme mais avant, en 2007, l'opposition avait boycotté. Chargé d'organiser... Oui, ça c'était autre chose. Ça, c'était autre chose. Chargé d'organiser les élections. Et Cheikh Gueye l'a organisé normalement. Alors, eux-mêmes, dans leur papier, document qu'ils avaient signé, ils avaient dit que le ministre de l'Intérieur ne devait plus organiser les élections. Moi, ce n'est pas mon opinion. Mon opinion est que celui qui organise les élections, même s'il est le ministre de l'Intérieur, il doit avoir le consensus des acteurs. Par exemple, le général Lamine Cissé était ministre de l'Intérieur. Il a organisé les élections, mais parce que l'opposition était d'accord. Alors, aujourd'hui, le ministre Abdoulaye Daouda Diallo, je n'ai rien contre sa personne, je n'ai rien non plus pour son poste de ministre de l'Intérieur, parce que c'est le président de la République qui nomme ses ministres. Le président de la République est élu. 65%, personne n'a contesté ça. Donc, il peut nommer ses ministres. Mais nous disons que Abdoulaye Daouda Diallo, jusqu'à plus ample informé, ne se comporte pas d'une façon qui puisse permettre à l'opposition de lui faire confiance pour organiser les élections, par exemple. Donc, voilà des problèmes extrêmement importants. En quoi il ne vous rassure pas? Pourtant, il a organisé les élections locales et le référendum. Des problèmes extrêmement importants auxquels le président Sall doit répondre. Alors, nous lui avons fait, je lui ai fait une lettre. Ça, c'est un scoop, je peux vous l'annoncer. Oui. Ça fait depuis quand même plusieurs semaines. Oui. On n'en a pas fait une lettre ouverte. C'est une lettre, le plus normalement du monde, en lui demandant de ne pas promulguer pour l'instant la loi sur la refonte du fichier électoral et de demander qu'on réouvre la discussion sur ça, puisque des solutions existent. Vous comprenez? Oui. Donc, est-ce qu'il vous a répondu? Si le président Diouf était... Oui, est-ce que le chef de l'État vous a répondu? Le président Diouf était le recours. À l'époque, quand on n'est pas d'accord, les gens, chacun s'adresse au président pour trancher. Le président Wade était le recours. Aujourd'hui aussi, il est le recours, même s'il est le président de l'APR, oui. Même si... Donc ce sera à lui de trancher. Alors, on lui adresse nos préoccupations en considérant qu'il va quand même trancher dans la bonne direction. Oui. Voilà, c'est pour ça Concernant votre lettre, est-ce qu'il vous a répondu? Alors, il n'a pas encore répondu, mais à ma connaissance, il n'a pas encore non plus promulgué la loi sur la refonte du fichier. Et nous avons souhaité que la loi ne soit pas promulguée pour l'instant et que l'opposition et majorité rediscutent
pour trouver des solutions parce que des solutions existent. Oui. Par rapport aux performances économiques citées par le chef de l'État, quel est votre commentaire là-dessus? Bon, je pense qu'il n'a pas cité de performance. Il a dit que ça va très bien. Oui, bon, il a encouragé même son gouvernement. Pour lui, ça va très bien, mais pour le peuple, ça va très mal. Comment? D'ailleurs, je m'apprêtais à faire un article de presse pour dire à quand l'adéquation entre les chiffres que produit le gouvernement du Sénégal et les chiffres que produisent les institutions internationales comme le Fonds monétaire, comme la Banque mondiale ou comme le système des Nations Unies. Par exemple, oui. Il y a 2 ans, si ma mémoire est bonne, on a dit le Sénégal est entré dans le peloton des 25 pays les plus pauvres du monde. C'est 2014, je pense, oui. Ou quelque chose comme ça. Pourtant, fin 2014, pourtant 2015. 4 ans auparavant, 2016. on avait 30 et quelques pays derrière nous. 30 et quelques pays derrière nous. Alors, 4 ans après, on était 25e. Ça, on avait 24 pays derrière nous. Oui. Il y a quelques semaines, je m'étonne d'ailleurs que la presse n'ait pas beaucoup développé sur cette question. L'indice de développement humain, c'est une mesure qui indique un peu comment les populations se sentent, quel est l'état des populations dans un pays déterminé. Par rapport à l'éducation, par rapport à la santé, par rapport à l'accès, l'assainissement, etc. Il y a un certain nombre de critères qui sont pris en compte. Alors, madame, en 2014, sur cet indice de développement humain, le Sénégal était 118e, je pense. Cette année, dans leur dernier rapport, là, nous sommes à 170, nous sommes 170e sur 188 pays. C'est extraordinaire. Donc, manifestement, ceux-là qui sont tout à fait indépendants de nous, qui analysent les 100 et quelques ou 200 pays du monde, oui. Sur lesquels notre gouvernement n'a aucun moyen de pression. Ils disent nous sommes en train de reculer. L'année dernière, on était parmi les 25 pays les plus pauvres du monde, alors que 4 ans avant, on était bien loin. Cette année, on est 170e sur 188 pays, alors qu'en 2014, on était 118e. Et qu'est-ce qui pourrait le justifier alors qu'on a 70 moins. Et qu'est-ce qui le justifierait avec un taux de croissance de 6 et quelques pourcents? 50 et quelques pays. Oui. Et quand vous regardez les pays avec lesquels nous sommes, ce sont des pays en guerre. Ce sont des pays en guerre. Et qu'est-ce qui pourrait le justifier? Mais c'est parce alors qu'on a un taux de croissance de 6 et quelques pourcents. Non, alors, donc, les chiffres sont faux. Les chiffres sont faux. Ou alors, si les chiffres sont vrais, les moteurs qui portent la croissance sont des moteurs extravertis, c'est-à-dire que de l'argent est produit au Sénégal, mais l'argent part. L'argent ne bénéficie pas aux populations, c'est aussi simple que ça. Oui. Si c'est par exemple les télécoms qui tirent la croissance, le secteur tertiaire ou quaternaire qui tire la croissance, bon, en général, c'est d'autres qui en profitent. C'est pas l'agriculture qui porte la croissance. C'est vrai que les 6,5% dont on parle, c'est parce que si vous avez une bonne pluviométrie, bon, l'agriculture marche et ça se répercute sur le taux de croissance. Mais ce n'est pas structurel, c'est conjoncturel. Oui. En suivant cette logique, peut-on dire que la page du dialogue national est tournée, ou bien la page du dialogue entre pouvoir et opposition surtout? Est-ce qu'il y avait dialogue? Si, à la date du 28 mai. Je sais qu'il y a eu une rencontre au palais, à la présidence de la République. Depuis lors, est-ce que vous avez entendu parler de dialogue depuis lors?
Il y a eu ces rencontres pour la revue du code électoral. Mais ça, c'est tout le temps, c'est tous les ans, ça. Ça n'a rien à voir avec Elle a le dialogue suivi, politique. en tout cas, le dialogue national, l'appel au dialogue national initié Mais par donc, le chef est-ce de que vous l'État. avez vu le dialogue? Où est-ce que vous avez vu le dialogue? Où les gens se rassemblent pour discuter de telle thématique, etc. Où vous avez vu ça? Est-ce que vous l'avez vu? Vous ne l'avez pas vu? Pour Non, desserrer franchement. les taux, Non, on a mais vu la nos libération amis, de nos Karim amis- Wade. Nos amis ne sont pas dans des logiques de construction du pays, dans des logiques de stabilisation du pays, dans des logiques d'implémentation de la concorde, de la paix, c'est-à-dire d'un espace qui puisse permettre de produire de la richesse. Ils ne sont pas dans ces logiques, ils sont dans des logiques politiciennes. Et ça, je ne le dis pas parce que je suis un opposant, je le dis parce que c'est ce que je vois. S'ils faisaient autre chose, s'ils se débrouillaient pour régler les problèmes du pays, même en ce moment, je l'aurais reconnu, moi, sans aucun problème. Oui. Mais ce n'est pas le cas. Quelques semaines après l'appel du 28 mai, on a vu la libération, ou bien on a assisté même à la libération de Karim Wade dans la nuit du 23 au 24 juin. C'est ça le dialogue. Une suite logique peut-être du dialogue national. C'est ça le dialogue. Non, franchement. Non, est-ce qu'il y a eu un dialogue? Franchement, Madame Mbacké, je vous ai dit, il y a eu une séance. Est-ce qu'après la séance, on a dit c'est pour ouvrir le dialogue. Après l'avoir ouvert, qu'est-ce qu'il y a eu? Peut-être que c'était une séance d'ouverture-fermeture du dialogue. Voilà, séance d'ouverture-fermeture. Peut-être que c'était fait aussi juste pour libérer Karim Wade, mais on n'en avait pas besoin. On n'avait pas Ce besoin. qui augure un jeu de yo-yo. On n'avait pas besoin de cet exercice quand même pour libérer Karim Wade. On aurait pu le libérer et puis c'est terminé. Oui. Une nouvelle institution s'installe, à savoir le Haut Conseil des collectivités territoriales. Avec cet organe, les problèmes liés à la mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation peut-être vont être résolus. À votre avis? Elle ne sert à rien, cette institution, rien du tout. Enfin si, elle sert. Je vous ai dit tout à l'heure que les préoccupations qui étaient les leurs, c'était pour l'essentiel des préoccupations politiciennes, c'est-à-dire comment faire pour renforcer le pouvoir, donner à des gens qui me soutiennent, voilà, de quoi exister, etc., etc. C'est ça la préoccupation. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Mais les Sénégalais sont intelligents, hein? Eux-mêmes sont très intelligents. S'ils avaient décidé de s'occuper du pays, mais le pays aurait avancé. C'est moi qui vous le dis. Mais ce n'est pas leur préoccupation. C'est quoi leur préoccupation donc? C'est de gouverner, d'être là, Ngourou, l'un d'entre eux l'a dit, Danuy Ngourou. Voilà. Ah oui. Et puis avoir un deuxième mandat, mais toujours pour Ngourou, c'est pas pour... Pourtant, l'opposition a participé à ces élections des hauts conseillers. Oui, et alors? Et alors? Donc, vous acceptez cette institution. Vous l'accueillez à bras ouverts. Quand on participe à une élection, on est d'accord avec... Si, par exemple, le président dit, bon, je vais ajouter 10 députés, c'est ce qu'il veut d'ailleurs, augmenter les députés de l'Assemblée, de 150 à 160. Nous, on a dit, nous sommes contre. Pour le compte de la diaspora. Nous avons dit, nous sommes contre. Est-ce que quand il ira quand même à 160 députés, on va dire, puisqu'on n'est pas d'accord, on boycotte, on ne participe pas? Non, ça, c'est quand même... Non, la politique, c'est pas comme ça. Oui. Au lendemain des élections des hauts conseillers des collectivités territoriales, il est évident que Benno garde sa suprématie sur ce point. Craignez-vous le même scénario lors des législatives de 2017? Pourquoi? Quelle suprématie? On voit que Benno gagne toujours ses élections depuis 2012. Mais attendez. On a voté hier pour désigner les délégués du personnel ici, à Walfadjri. La radio, la télévision et le personnel. OK? Donc, vous et moi, nous sommes concurrents. Vous gagnez chez le personnel de la radio, vous gagnez 10. Télé, vous gagnez 10. Personnel
technique, enfin, autre personnel, vous gagnez dans 10. le quotidien. Vous avez 30. Chez Walfnet. Voilà, donc vous avez 30 délégués. Moi, j'ai au total, par-ci, par-là, j'ai 20. OK? Maintenant, on demande à ces 50 délégués de voter pour autre chose. Alors, vous demandez à vos délégués de voter pour Moussa. Moi, je demande à mes délégués de voter pour Fatou. Qui va gagner? C'est vous qui gagnez. Sauf si vos délégués ne vous trahissent. Sinon, vous gagnez puisque vous avez 30. Moi, j'ai 20. Pourtant, à Dakar, il y a eu ballottage entre Khalifa Sall et quel ballottage? Khalifa les a battus à plate couture. 75 voix de différence. Ah, c'est beaucoup. Parce que là, ce n'est pas des millions de gens qui votent. Ce n'est pas des centaines de milliers de gens qui votent. Ce n'est pas des dizaines de milliers de gens qui votent. C'est quelques milliers de gens qui votent. Et à Dakar, c'est des centaines. C'est pas des milliers. Minimise cette victoire. Alors, donc, ils ont apparemment dépensé énormément d'argent pour acheter. J'ai appris que d'ailleurs, il y a combien? Presque une centaine de conseillers qui sont allés à la Mecque avec des billets qui ont été distribués, etc., etc. Bon, c'est la politique de l'argent comme d'habitude. Mais bon, Khalifa a gagné Dakar. Pourquoi? Il devait gagner aussi parce qu'il les avait battus aux élections locales. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Donc c'est une élection du second degré. Ça n'a aucun rapport avec une élection du suffrage universel. Aucun Vous êtes rapport. toujours optimiste pour les joutes mais se profilent à Mais l'horizon. pourquoi le président Sall ne s'est pas présenté en 2017? Il avait dit je réduis le mandat. Il a des outils pour savoir quelles sont les tendances. Si le président Sall savait qu'en février 2017, s'il se présente, il serait réélu, il aurait respecté son engagement. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Bien. On raconte même qu'il veut, même pour les législatives, aller jusqu'en 2019. Il faudra bien que il y a des possibilités de qu'il se résolve opérer à un couplage de ces élections. des élections à un moment ou à un autre. Ce n'est pas parce que les sondages ne vous sont pas favorables que vous ne voulez pas organiser des élections. Vous êtes obligé d'organiser. Récemment, il a fixé le prochain rendez-vous en 2017. Mais c'est très bien. Quand on ira là-bas, on verra si des élections d'élus pour un haut conseil, c'est la même chose que une élection au suffrage universel pour les députés. Honorable député, ce qui nous permet de parler de l'Assemblée nationale, que retenez-vous de l'année parlementaire que vous venez de boucler? Franchement, pas grand-chose, parce que on nous avait saboté pour notre groupe parlementaire. Moi, depuis lors, franchement, j'ai considéré que le jeu était vicié. Parce que la vie elle-même est un jeu. Jeu au sens sérieux, je veux dire, du terme. Quand vous éduquez vos enfants dans la famille, vous jouez. Le père de famille, c'est des rôles. Voilà, il a un rôle par rapport aux enfants. Les enfants ont un rôle par rapport au papa, à la maman, etc. Dans la société, dans le quartier. Bon, justement maintenant, entre ceux qui dirigent et ceux qui sont dirigés. Mais si vous changez les règles du jeu, à tout moment, ça ne marche pas. Et bon, je ne sais pas comment nous, on fonctionne en Afrique. Regardez nos autres, ceux avec lesquels nous partageons la planète Terre, en Europe, en Amérique, en Asie. Les gens ne se comportent pas de cette façon. Comprenez? Oui. Alors, quand il y a des problèmes, regardez au Gabon, au Congo-Zaïre, au Congo-Brazza, un peu partout, les problèmes, ce n'est pas le bon Dieu qui les a créés. Ce sont nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui nous créons les problèmes. Alors, je ne sais pas, pour gagner quoi? Pour gagner de l'argent. L'argent, si vous le gagnez, c'est quoi? Est-ce que vous allez manger 10 fois plus que Ndeye Fatou dans votre ventre? Vous allez mettre 10 fois plus que... Vous allez vous coucher sur un lit
Et les gens, les Wolofs disent même que sur ce lit-là, vous n'allez occuper qu'une seule partie. Alors, on ne comprend pas. Néanmoins, comment concevez-vous cette session parlementaire Donc, bon, je n'ai rien à dire de se terminer. C'était une année sabbatique, année blanche, à l'image des apprenants. Enfin, moi je vous ai toujours dit qu'on n'a pas d'assemblée. Je ne parle pas des députés qui sont élus, du président. Non, c'est l'institution elle-même qui est sabotée par la constitution. Comment? De ce pays-là. Comment? Parce qu'on a une constitution qui permet à une institution, le président de la République, de cannibaliser les autres institutions. Voilà. On n'a pas de pouvoir judiciaire. N'est-ce pas? On est dans un régime présidentiel fort. Ultra, pas exagérer. Ultra fort. Présidentialiste. Ultra présidentialiste. C'est du n'importe quoi. Voilà, pour vous dire les choses exactement telles qu'elles sont. Donc l'Assemblée, elle est là, avec un immeuble, des députés qui ont écharpe, qui perçoivent leur salaire, qui ne servent à rien. Quoi faire donc? La justice. Il faut changer. Le Sénégal a besoin de réformes fondamentales. Il faut... On nous l'a toujours promis, il faut, avec les régimes qui se sont succédés à la tête de ce pays. On n'a jamais eu ça. Y compris à l'époque du président Wade. Parce que, bon, nous, on voulait, par exemple, un régime parlementaire. Le président Wade voulait un régime présidentiel, mais on avait dit, bon, on va essayer de couper la poire en deux. Il avait appelé ça, il avait trouvé une formule d'ailleurs pour appeler ces... Bon, ça n'a pas marché. C'était quoi la formule? Alors, régime présidentiel, j'ai oublié la formule, rénover ou réformer ou alléger, etc. Le président Sall, lui, il est venu renforcer les pouvoirs du président de la République. Donc, on a un monarque et on n'a pas de république non plus. On n'a pas de république non plus. Pourtant, il avait comme dessein de restaurer la République. Ce sont des vérités très dures à dire. Mais c'est ça notre maladie, c'est notre mal. C'est-à-dire que si vous cachez votre mal, vous ne serez pas soigné. Le mal du Sénégal, c'est la Constitution. C'est la Constitution. Pourtant, le président Sall avait comme dessein de restaurer la République. C'est bien. Je considère que ce n'était pas son objectif. Son objectif, c'était de renoncer au mandat et puis d'avancer, quoi. Il avance. On va voir. De toute façon, le résultat, il est là. On recule. On recule. 25e pays, le plus pauvre du monde. 170e sur 188 dans l'indice de développement humain. C'est sûr que si vous prenez un autre indice aussi, on recule. Est-ce qu'on l'avait mis là pour nous faire reculer? On ne l'avait pas mis là pour nous faire reculer. Mais allez voir les gens. Mais les gens ne mangent plus à leur faim. On n'a pas besoin d'aller dans le Tambacounda ou le Kédougou ou le Matam pour savoir que les gens ne mangent pas. Non, allez à Guédiawaye, allez à Pékin, allez ici, là où vous êtes, à Grand Yoff. Les gens ne mangent pas. Pourtant, c'est des gens dignes qui se battent. Mais c'est parce qu'il n'y a pas d'opportunité. Le pouvoir n'a pas créé des opportunités pour permettre à cette jeunesse qui meurt en Méditerranée, tous les jours que Dieu fait. Moi, j'ai un neveu là, au moment où je vous parle, il est à Tamanrasset. Ah oui? Oui, je l'ai appris hier. Il m'a appelé en me disant, je n'ai plus d'argent, je suis à Tamanrasset. Il est passé par le Mali, par le Niger, etc., etc. Et combien ils sont? Ce sont des milliers. Si la situation était difficile, mais que l'espoir était là, ils ne seraient pas allés mourir dans la Méditerranée. C'est parce que la situation est difficile et qu'ils n'ont plus d'espoir qu'ils s'en vont. C'est ça qui est grave, l'absence d'espoir. À l'Assemblée nationale, avec les mêmes causes, doit-on s'attendre aux mêmes effets l'année prochaine? Si, de toute façon, si le pouvoir respecte les droits... Finalement, l'opposition n'a pas eu son groupe parlementaire. Non. Non. Maintenant, il y a eu des évolutions depuis lors, quand même. Bon,
Aujourd'hui, si j'en juge par ce que je vois, oui. à la réunion de la coalition, Modou Diagne Fada était représenté. Voilà, bon, nous sommes tous là. Peut-être que ça peut permettre de dégeler la situation, mais je ne peux rien vous dire là-dessus. Comme pour dire que la patate chaude vous a été refilée par le président Moustapha Niasse, c'est à vous de régler cette question. Non, c'est pas. On a dépassé ces aspects-là. On a dépassé ces aspects. Moi, je n'aime pas les détails. Comprenez? Moi, je vais au fond des choses. Quand le régime porte un coup, forcément, il trouve des explications. Après, maintenant, on veut que moi, je discute des détails, des explications qu'il donne. Je n'en discute pas. Ce que je note simplement, c'est l'essence. C'est-à-dire que l'opposition a été privée de son groupe. Point tiré. Oui. Toutefois, pareille situation risque de se reproduire. Bon, si ça se reproduit, on prendra acte. D'accord. Honorable député, dans les rangs de Wattu Sénégal, on a Ousmane Sonko, le président du parti PASTEF. Après sa radiation, quel est votre plan de guerre ou bien votre plan de lutte pour le faire réintégrer dans la fonction publique? Mais Ousmane Sonko est un problème parmi un sac de problèmes. Nous avons un sac de problèmes créé par le régime en place, le président Macky Sall, pour ne pas le nommer. C'est un cas particulier. Sonko a été licencié. Enfin, il y a un terme qui est utilisé, c'est pas radié. Bon, Nafi Ngom Keïta a été limogé. Est-ce que vous avez noté qu'on ne parle plus de ceux qui ont été épinglés par Nafi Ngom Keïta? Ça, c'est un coup de maître en termes de communication. Parce que le rapport de Nafi Ngom Keïta est une bombe. Celle-là n'a rien contre Macky Sall. On lui a demandé de faire un travail, elle a fait son travail. Elle a épinglé des gens proches de Macky Sall. Plutôt que de s'occuper de ceux qui sont épinglés, on s'est occupé de celle qui les a épinglés. Et on l'a viré proprement. Depuis lors, on ne parle plus. On a oublié le rapport de Nafi Ngom Keïta, on a oublié les gens qui ont été épinglés. On dit, voilà, c'est pas normal, etc., etc. Et donc, cette affaire va passer, si on y prend garde, mais je pense qu'avec l'opposition qui est en train de s'organiser, ces affaires ne seront pas oubliées. Mais ils pensent que c'est maintenant dans le compte des pertes et profits. Sonko donc est renvoyé, les enseignants, les jeunes qui ont fait le concours, les 600 qui ont réussi. Ils sont on a dit vous avez triché. Ils sont allés à la Cour suprême. Et l'Assemblée nationale la Cour suprême a voté une motion de soutien au ministre Serigne Mbaye Thiam. La Cour suprême a condamné l'État en disant reprenez-les. L'État a dit, je ne le reprendrai pas. Alors que c'est un arrêt de la Cour suprême. Bien. Pourtant, ils sont allés à la Cour suprême, la même Cour suprême a condamné Aïda Ndiongue en disant, je te prends tout est bien, toute ta recherche, je prends tout. Ça, on l'applique, cet arrêt de la Cour suprême. Mais l'arrêt qui demande la réintégration. Donc, vous voyez, on n'a pas de justice. On n'a même plus de justice. On a quoi à la fin? On a le matin et la force. C'est ça qui fonctionne. Hélas. Mais bon, ça n'ira pas loin non plus. Oui. Ousmane Sonko et Abdoul Mbaye représentent, au regard de nos confrères de Jeune Afrique, les véritables opposants du régime de Macky Sall. Qu'en pensez-vous? C'est bien. Si c'est ce que Jeune Afrique dit, c'est bien. On verra sous peu. Si ce sont les seuls, c'est des opposants. Je pense que ce sont des opposants. En tout cas, ils se comportent comme des opposants, mais disons, Sonko n'est pas d'ailleurs tellement nouvel opposant. Sonko a quand même son parti depuis quelque temps. Oui. Par contre, Abdoul Mbaye, c'est vrai, et jusqu'au référendum, Abdoul Mbaye n'avait pas de parti, maintenant il a un parti. Oui. Ça, c'est intéressant.
Ils ont une autre manière de s'opposer en lieu et place des marches de protestation ou bien des meetings. Ils fuient dans les affaires étatiques et pour sortir les capards. Elle est totale. On ne peut pas opposer à les faire des... Mais attendez, l'histoire du pétrole, c'est le FPDR, c'est le Front patriotique pour la défense de la République qui a soulevé l'histoire du pétrole en 2013 ou 2014 déjà. Le Premier ministre a fait une conférence de presse pour répondre au Front patriotique. Mais on oublie trop souvent au Sénégal et trop vite, malheureusement. C'est pour ça qu'il faut constamment laisser, comment dirais-je encore, garder le fer au feu. C'est ce que Sonko a fait avec les impôts, c'est ce que Abdoul Mbaye a fait avec, je crois, le pétrole et le gaz, oui. Etc. Donc, on ne peut pas opposer avec les la initiatives. signature des accords entre le Sénégal et des compagnies pétrolières. Voilà, c'est ça. Donc, il faut s'occuper de tout en même temps. On ne peut pas dire l'opposition, c'est voilà, sortir des papiers et dénoncer. Ça ne suffit pas. Il faut descendre dans la rue aussi. Oui. Une recomposition de la classe politique, s'achemine-t-on vers ces changements dans les jours à venir? Bon, ça, c'est l'histoire qui nous le dira. En tout cas, ce qui est important dans la vie, c'est de savoir ce qu'on veut et où on va. L'opposition, à mon avis, aujourd'hui, c'est ce qu'elle veut et c'est où elle va. Oui. Et c'est ça qui est intéressant. Oui. Dans la gestion des affaires de la cité, on voit M. Aliou Sall, le frère du chef de l'État, il est même cité dans la signature des accords entre le Sénégal et Petrotim, avec aussi Cosmos Energy. Il s'est dédouané de tout cela en disant qu'il n'a rien à voir avec ces accords et que lui, il n'était qu'un simple employé de Petrotim. Comment jugez-vous ce comportement et vous a-t-il convaincu? Écoutez, bon, Aliou Sall est mon petit frère, franchement. Bon, il était militant quand même de And Jëf. Pendant très longtemps, il nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Bon. Mais moi, si je pouvais lui donner un conseil, je lui aurais demandé de dire à son frère de mettre en place une commission autonome d'enquête, vraiment avec des gens fiables, puis qu'on leur donne les documents, qu'ils regardent tout ça. S'ils nous disent, bon, il y a l'OFNAC qui est dans le dossier. Si on nous dit Aliou Sall n'a rien à voir avec cette affaire, franchement, avec les preuves et tout, le dossier est classé. Bon, mais ce n'est pas le cas. Ils ne le font pas. Depuis, ça commence quand même à durer, cette affaire. L'OFNAC est en train d'enquêter sur ce dossier. Alors, quand l'OFNAC a commencé à s'intéresser à ça, on a chassé la présidente. Donc, c'est très gênant tout ça. C'est la raison pour laquelle, jusqu'à plus ample informé, je considère que c'est une affaire qui est sérieuse, qu'il faut étudier, et je considère que le président Sall n'est pas étranger à cette... Parce que les décrets, moi j'ai vu les documents, les décrets. Oui. Les décrets sont signés en mai ou juin 2012, hein, après l'installation de Macky Sall. Non, arrêtons tout ça. A-t-il le droit de créer sa société nucléaire comme il est un citoyen sénégalais? C'est bien, mais il se trouve être le jeune frère du président de la République. Il n'est pas pétrolier, à ma connaissance, c'est un journaliste. Bon, il peut par la suite devenir homme d'affaires, il peut par la suite devenir pétrolier. Mais moi, si je suis président de la République, mon frère ne sera pas mêlé à des affaires de ce genre. C'est exclu. Oui. C'est exclu. Dernière question. Que pensez-vous des événements qui se produisent présentement au Gabon? C'est le processus de dévolution du pouvoir. S'il est corrompu, le pays va à des difficultés. Il faut garder la confiance dans le processus. Parce que le pouvoir, on y accède de façon pacifique, non violente, paisible, ou on y accède de façon violente. Il n'y a que ces deux façons de pouvoir. Alors, dans les démocraties, on accède au pouvoir par des processus de dévolution démocratique et pacifique. Si maintenant ces processus sont corrompus, c'est-à-dire
sont le terme c'est corrompu. J'ai cherché un autre terme. Mais bon, si on change les règles, etc., vous avez des difficultés. C'est ce qui se passe au Gabon. Oui. Je pense que l'expérience du Sénégal est différente de celle du Gabon et que notre pays peut échapper à une situation de ce genre. Mais moi, j'appelle nos adversaires qui sont au pouvoir, je les appelle vraiment à la raison. Je les appelle à la raison. Parce que si Macky Sall écoute, parce que... Mais Abdou Diouf, il y en a qui lui avaient dit que tu n'as pas perdu. Ah oui, il y en a qui lui avaient dit le soir que non, monsieur le Président, vous n'avez pas perdu. Le 19 mars en 2000, on attend les résultats de je ne sais pas quel département, tel département. Et eux, c'était pour la nuit, essayer de faire des choses. Au soir du 19 mars 2000. Le président leur a dit, bon, on m'a raconté. Oui. Le président a dit, bon, la nuit porte conseil. Et quand ils sont partis, le président a appelé Abdoulaye Wade en disant, tu as gagné. Et puis c'est tout. Bon. Le président Macky Sall, vous avez vu au premier tour, il y en a chez nous qui avaient dit non, le président a 50 et quelques %, etc., etc. On ne joue pas avec ça. Ce sont des questions très, très, très sérieuses. Et moi, j'ai peur, je vous le dis, Ndeye Fatou, parce que quand même, je commence à être un vétéran en politique. J'ai vu beaucoup de choses et j'ai appris. Le ciel s'assombrit. L'histoire des nations, j'ai appris beaucoup de choses. Autour du président Sall, il y a des gens qui ne se priveraient pas de confisquer le suffrage des Sénégalais. Si le président Sall les écoute, c'est clair. Alors ceux-là, il faut qu'ils s'en méfient. Parce qu'ici, au Sénégal, on ne pourra pas confisquer le suffrage. On peut connaître leur nom? Non, c'est pas important. Merci à vous, honorable député Mamadou Diop Decroix. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du parti And Jëf PRDS, député à l'Assemblée nationale, et que vous étiez notre invité dans l'émission Opinion. C'est moi qui vous remercie, Ndeye Fatou, et je remercie également tous vos téléspectatrices et tous vos téléspectateurs. Je salue au passage mon ami et frère Sidi Lamine Niasse. Oui, merci. Grand merci à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous ont prêté attention. Merci à Alim Badara Ndiaye et Mam Sidi Diop, Oustaz Hassan Diouf, Ousseynou Sall et Ndella Mar, sans oublier mon frère Fallou Mbaye de Walf. Merci à vous. Rendez-vous le vendredi prochain, Inch'Allah. Excellente semaine.